Réparation à 300 millions de kilomètres pour la sonde Viking en panne sur Mars. Réforme du code pénal et exemplarité de la peine de mort. L'analyse de Jean Le Canuet. À la frontière sud, Philippe Rochaud a vu des Libanais passer en Israël pour raisons humanitaires. Nouveau record à Montréal, 2 médailles en 20 minutes pour Cornelia Ender. Après le départ d'Andrei Amalrik, une caméra chez les opposants soviétiques, c'est le dossier de ce journal. Mais tout d'abord, ce document. Il constituera en effet le dossier de ce journal et il pourra peut-être nous aider à comprendre pourquoi les plus célèbres des opposants soviétiques, Solzhenitsyn, Pliouch et Amalrik, ont été autorisés à quitter leur pays alors que d'autres attendent depuis des années. Pendant des mois, une caméra d'amateurs a suivi la vie clandestine de ces minorités. Certains de ceux qui les aident à s'organiser pour un jour avoir la possibilité de rejoindre Israël ont réussi à faire passer à l'Ouest ces documents. Ce n'est ni un réquisitoire, ni un pamphlet, mais une tentative de témoignage. Avant d'ouvrir ce dossier en fin de journal, voyons maintenant ce qui fait l'actualité. Bonsoir. Et tout de suite, revenons sur Mars. Viking a des ennuis. Les signaux radio qu'il nous transmet depuis hier sont de plus en plus faibles. Le sismographe qui devait mesurer les tremblements de Mars ne fonctionne pas, sans parler du bras cassé. L'expérience du robot américain va-t-elle tourner court, ou bien les savants de Pasadena ont-ils les moyens de réparer à distance? Pour l'émetteur défaillant, peu d'espoir. Nous recevrons donc moins d'images que prévu. Pour le sismographe, qui devait nous dire si les tremblements de Mars secouaient la planète, 2 hypothèses sont retenues. Soit la boîte de protection n'est pas décrochée, soit l'ordinateur fonctionne mal. Dans ce cas, on pourrait y remédier en envoyant d'autres signaux, mais jusqu'à présent, le sismographe refuse d'obéir. Reste le plus important, l'arrêt du bras, qui devait permettre la prise et l'analyse d'un échantillon du sol martien pour y découvrir d'éventuelles traces de vie. Là, en revanche, les spécialistes ont découvert la cause de la panne. Il s'agit d'une clavette restée coincée qui bloque le bras de Viking. Des essais effectués sur Terre avec une réplique exacte de Viking laissent espérer que l'on pourra la débloquer. Alors, rien n'est perdu, nous saurons peut-être bientôt, dans quelques jours, si la vie existe sur Mars. Un nouveau code pénal va remplacer le vieux code Napoléon. La commission de réforme créée en 1974 pour étudier ce projet vient de déposer son rapport chez M. Le Canuet. À côté des modifications de vocabulaire, on ne parlera plus de décapitation mais de tête tranchée. On ne parlera plus de récidive mais de réitération. À côté donc de la terminologie, plusieurs modifications de fond. Il n'y aura plus de réclusion perpétuelle mais une peine maximale de 40 ans. Puis tenant compte de l'évolution de la psychiatrie, on modifie la notion de responsabilité, on remplace les termes de démence de l'accusé au moment de l'action par celle de troubles psychiques ayant aboli le discernement ou le contrôle de ses actes. Mais ce projet se préoccupe-t-il également du problème grave de la peine de mort? Je pense, avec la Commission, que la peine de mort doit être maintenue. Elle doit être appliquée dans des cas très rares, pour des crimes odieux. Je pense en particulier au rapt d'enfants avec mort des enfants. Je crois que dans certains cas, la peine de mort est dissuasive. Je crois que derrière le débat qui s'institue, notre société doit s'interroger sur le bien et le mal. Elle doit savoir à quoi elle s'attache, ce qu'elle veut interdire. Elle doit s'interroger aussi sur les réformes à apporter sur son organisation pour prévenir la délinquance et le crime. Une véritable réforme du code pénal demande beaucoup d'argent. Il faudra que les moyens accompagnent les objectifs fixés par la réforme, c'est certain. Mais quand vous faites une très grande réforme, il est évident que vous travaillez dans la durée et qu'il faut concevoir que c'est sur plusieurs années que l'objectif assigné devra être développé et accompagné des moyens nécessaires.
La France a procédé à 2 essais nucléaires souterrains le 10 et le 22 juillet, toujours à Mururoa. Ce sont les 4e et 5e essais effectués dans le Pacifique depuis juin 1975 à plus de 600 mètres de profondeur, depuis que la décision a été prise de ne plus procéder à des essais nucléaires dans l'atmosphère. Au Portugal, cet après-midi, le Premier ministre, M. Mário Soares, avait réservé aux députés la primeur de la composition de son gouvernement. Que des socialistes, sauf 3 personnalités indépendantes et 2 militaires en activité, l'un au ministère de l'Intérieur, l'autre à la Défense. Encore une fois, la Croix-Rouge n'a pas pu évacuer un seul blessé du camp palestinien de Tel el-Zatar. Pas même une heure d'accalmie dans les combats et les bombardements. Et pendant ce temps, les casques verts de la force de paix arabe qui tentent de s'installer dans Beyrouth continuent, comme nous l'avons vu hier, d'être la cible des francs-tireurs. Malgré les combats, les ponts ne sont pourtant pas coupés. Syriens et Palestiniens continuent leurs entretiens à Damas. Mais à Beyrouth, dont nous revenons avec Patrice Dutertre et Jean-Claude Vargas, on ne croit pas beaucoup à ces pourparlers de paix, et chacun essaie de s'organiser et de survivre dans la guerre. Après 2 mois de coupure totale d'électricité, par exemple, le courant revient maintenant 2 heures par jour à Beyrouth. C'est un événement, car on peut faire monter un peu d'eau dans les citernes des immeubles. Mais vivre se paie cher, très cher à Beyrouth. Les prix ont quintuplé et la moitié des produits qu'on trouve se vend au marché noir. Le record, c'est bien sûr l'essence, qui coûte 10 francs le litre dans les quartiers ouest. Avec tous les blessés, les médicaments font souvent défaut également, les médecins aussi, et les hôpitaux sont débordés. Cela a poussé la population du Liban Sud à se tourner vers son voisin le plus proche, Israël. Pendant une journée, nous avons suivi cette frontière, autrefois infranchissable et maudite, qui sépare le Liban d'Israël. Près d'une centaine de Libanais, pour la plupart des habitants du Sud, attendent chaque jour derrière les barbelés pour passer la frontière israélienne. En une semaine, 2000 d'entre eux ont osé franchir le pas. Ces gens viennent surtout se faire soigner dans le dispensaire que l'armée israélienne a ouvert pour eux, 10 mètres seulement derrière les barbelés. Pour des raisons de sécurité, on les laisse entrer par petits groupes. Les Israéliens semblent craindre en effet que des Palestiniens, mécontents de cette ouverture de la frontière avec l'ennemi, ne s'infiltrent parmi les patients pour commettre un attentat. Mais jusque-là, pas encore d'incident. Les malades ou les blessés qui ne trouvent plus de médecins ou de médicaments viennent parfois depuis Beyrouth se faire soigner ici. Dans la plupart des hôpitaux, même à Beyrouth, il n'y a plus de médicaments et on ne peut pas se faire soigner. Alors on vient au sud et on passe la frontière. Tout le monde vient ici. Les échanges entre le Liban et Israël se multiplient de jour en jour. Les Israéliens semblent favoriser au maximum ce rapprochement qui s'est créé à l'occasion de la guerre civile. L'ouverture timide de la frontière peut être aussi un instrument politique redoutable dans le conflit israélo-arabe. Aujourd'hui aussi, les paysans du Liban Sud vont même vendre leurs récoltes de l'autre côté de la frontière. À cause du blocus syrien et des combats de Beyrouth, c'est pour eux la seule manière d'écouler leurs récoltes de blé ou de tabac. Et cette année, Israël a tout acheté. Ces paysans du Liban Sud vont même parfois chercher du travail en Israël même et les demandes se multiplient chaque jour. L'essence de leurs tracteurs ou de leurs machines vient aussi d'Israël, de l'autre côté de ces barbelés, car on n'en trouve plus au sud Liban. Enfin, même les voitures vont parfois faire le plein de l'autre côté des barbelés. Mais le trafic et les échanges qui se multiplient entre Israël et le Liban inquiètent sérieusement les Palestiniens et les partis de gauche au Liban qui dénoncent ce qu'ils appellent l'infiltration d'Israël dans le sud du pays. Et pourtant, jamais la frontière entre le Liban et Israël n'a été aussi calme. L'armée israélienne ne traque plus les fédayines. Engagés dans les combats de Beyrouth, ils ont renoncé à leurs opérations et aucune infiltration palestinienne n'a eu lieu depuis 6 mois. Un socialiste à Matignon, voilà qui va faire jaser.
Pour François Mitterrand, la visite qu'a effectuée M. Robert Pontillon, secrétaire national du Parti socialiste, n'a rien d'extraordinaire. Il fallait informer le Premier ministre des démarches faites à propos du camp palestinien de Tel el-Zatar au Liban. Pour les socialistes, ce genre de contact n'est pas politique. Ils sont fréquents entre parlementaires de l'opposition et le gouvernement. Au plan national et international pour essayer de sauver la vie de femmes, d'enfants qui est menacée aujourd'hui dans le drame libanais. C'est là la seule motivation qui est la nôtre, c'est là la seule inspiration de cette démarche. Nous refusons pour notre part à toute exploitation politique qui serait étrangère au but que nous poursuivons à la circonstance. Vous pensez que le gouvernement n'en fait pas assez alors? Je pense que le gouvernement français, comme bien d'autres gouvernements, comme malheureusement aussi les organisations internationales, ont jusqu'à présent été défaillantes pour contribuer à ramener la paix intérieure aussi au Liban et pour faire en sorte que les vies innocentes, de victimes innocentes de cette tuerie puissent être préservées. Nous pensons que c'est précisément le cas et le domaine où il faut mobiliser toutes les forces temporelles, spirituelles, d'État ou privées. C'est-à-dire que sur un problème comme le Liban, il peut y avoir une sorte d'unité nationale. Mais ça ne serait pas anormal ni choquant sur des problèmes d'intérêt national, global, sur des problèmes mettant en cause la souffrance ou la douleur des hommes. Il n'est pas du tout choquant de notre point de vue que les hommes de la majorité et les hommes qui sont au gouvernement puissent se rencontrer pour des actions communes et concertées. Robert Pontillon, bien sûr, voulait dire entre les hommes du gouvernement et ceux de l'opposition. Reste qu'au-delà de son aspect humanitaire tout à fait convenable, cette démarche est aussi politiquement très habile. François Mitterrand, qui n'a jamais refusé le principe d'une rencontre avec le président de la République, mais qui a par contre souvent manifesté son agacement devant ce qu'il appelle les invitations à la cantonade, entre guillemets, venues de l'Élysée, a, semble-t-il, trouvé l'ouverture. Du moins peut-il penser avoir renvoyé la balle dans l'autre camp avec suffisamment de précision pour être en prime à l'abri soit d'une nouvelle initiative de son partenaire Robert Fabre, soit de critiques trop vives de son autre partenaire, Georges Marchais. En tout cas, pour l'instant, à l'Élysée comme à Matignon, pas d'autre commentaire qu'un curieux « on attend la suite ». Pas de journal L'Équipe ce matin dans les kiosques. Le quotidien n'a pas pu paraître en raison d'un arrêt de travail des ouvriers du livre parisien CGT. Grève décidée après un désaccord entre le syndicat et la direction à propos de la présence d'un délégué syndical dans une réunion où les problèmes de mise en œuvre des techniques modernes devaient être traités. Ce soir, le journal L'Équipe est prêt à être imprimé. Les négociations, semble-t-il, continuent entre les syndicats et la direction et une décision doit être prise dans les heures, sinon dans les minutes à venir pour sa parution demain matin. Le petit Vincent Gallardeau, enlevé mercredi soir, a été retrouvé mort, étranglé la nuit dernière sur une plage près de Gien. Ce matin, à Toulon, les policiers ont arrêté un suspect qui se promenait en voiture bleue métallisée. Après plusieurs heures d'interrogatoire aujourd'hui, l'enquête n'a apparemment pas beaucoup avancé. Selon l'un des policiers, les vérifications et les confrontations sont même dans l'ensemble favorables au suspect. Un fait semble certain quand même, le ravisseur du petit Vincent Gallardeau a bien utilisé une voiture de sport bleue métallisée. 6 morts et 34 blessés, c'est le dernier bilan du déraillement du Riviera Express, un accident qui s'est produit la nuit dernière à la frontière entre l'Italie et la Suisse, juste à la sortie du tunnel du Simplon. Il est certain maintenant que le train qui relie habituellement Vintimille à Hambourg a abordé la courbe de sortie du tunnel à trop grande vitesse. La plupart des passagers étaient des touristes suisses et allemands qui revenaient d'Italie. Le mécanicien du train a été tué dans l'accident. Se serrer la ceinture, c'est un langage un peu imagé peut-être, mais c'est finalement ce que vient de demander le gouvernement de M. Callaghan aux Britanniques. Une série de mesures d'économie viennent d'être décidées. Elles visent à réduire les dépenses publiques. Elles portent sur un montant de près de 9 milliards de francs. L'objectif du chancelier de l'Échiquier, le ministre des Finances de Londres, est de restaurer la confiance à l'égard de la livre sterling, opération qui n'a pas très bien réussi, à en croire les agents de change de la City. Ce matin, la livre a encore perdu 0,25% de sa valeur. Hier soir à Montréal, l'Américain Brian Goodell a gagné sa deuxième médaille d'or. Après le 1500 mètres, il disputait le 400 mètres nage libre. Il a battu son compatriote Tim Shaw et surtout le record du monde. Mais hier soir, c'est encore une femme qui a eu la vedette après la petite gymnaste roumaine
C'était le tour de l'Allemande de l'Est, Cornelia Ender. Elle a accompli un exploit que l'on n'imaginait pas possible. En 20 minutes, elle a gagné 2 médailles d'or. Cornelia Ender, ligne numéro 4. Elle prend comme à son habitude un départ extraordinaire aux 100 mètres papillon dames. Ses principales adversaires, Andrea Polak, Allemagne de l'Est également, Wendy Boglioli, USA. Ender ne les voit pas. Elle donne l'impression d'effectuer une véritable promenade et repousse les limites de la résistance humaine. La grande classe, la puissance et l'intelligence de la plus extraordinaire nageuse de tous les temps. Même dans les milieux de la natation, où l'on est habitué à la chute rapide des records du monde, on regarde avec stupéfaction cette merveilleuse machine à nager. Mais comment peut-on penser, en admirant cette splendide fille pleine de santé, qu'elle est venue à la natation sur prescription médicale pour compenser à 6 ans une légère déviation de la colonne vertébrale? Ici, elle égale son record du monde du 100 mètres papillon et ce n'est pas fini. Un quart d'heure après, ce véritable phénomène disputait la finale du 200 mètres nage libre. 200 libres. C'est la distance sur laquelle l'américaine Shirley Babashoff lui avait lancé un formidable défi. À mi-parcours, l'Allemande de l'Est accélérait, la cause était entendue. Le record du monde allait être amélioré. En moins de 25 minutes, son nom s'inscrivait en lettres d'or à 2 reprises au sommet du tableau électronique géant. 4 médailles d'or, elle espère approcher le record de Mark Spitz, qui à Munich s'était approprié 7 titres. L'historien soviétique Amalrik a quitté son pays pour la Hollande. Léonid Pliouch est en France depuis 6 mois. Solzhenitsyn est en Suisse depuis 2 ans. Chaque année, les autorités soviétiques laissent sortir du RSS environ 30 000 citoyens. La plupart d'entre eux sont juifs. C'est un premier résultat d'une certaine détente. Le document exceptionnel que vous allez voir maintenant n'a pas pour but de prendre parti, mais de vous faire voir, à travers le travail d'une équipe de télévision britannique, une réalité plus complexe, la réalité que vivent certaines minorités soviétiques désirant émigrer. Écoutez, regardez ces témoignages recueillis au mois d'avril. Dans une rue de Moscou, 2 hommes marchent vers une caméra dissimulée dans une voiture. Ceci est un reportage effectué clandestinement en avril dernier à Moscou. Un reportage filmé avec du matériel d'amateur ultra léger, ultra discret. Un reportage au cours duquel des citoyens soviétiques ont pris le risque, un risque calculé, de parler devant une caméra occidentale sans l'autorisation de leur gouvernement. Il faut dire que ces hommes ont l'habitude de prendre des risques, car ils appartiennent à une catégorie hautement condamnable pour le Kremlin, les candidats à l'émigration. L'Union soviétique n'est pas peuplée que de Russes, il s'en faut. On y compte 109 groupes nationaux différents, des Asiatiques, des Baltes, des Ukrainiens, des Géorgiens, des Arméniens, des Turcs d'Asie centrale. Un de ces groupes, auxquels la Constitution soviétique reconnaît une existence nationale, ce sont les Juifs. Ils sont plus de 2 millions. C'est parmi ces Juifs soviétiques que se recrutent les plus nombreux candidats au départ pour Israël. Et maintenant, faisons connaissance avec notre guide, Anatole Sharansky, un jeune activiste juif, spécialiste en ordinateur, qui essaie vainement d'émigrer depuis 3 ans. Combien de nationalités vont poser des problèmes à l'Union soviétique par leur désir de s'en aller? Eh bien, il y a sûrement les Juifs, sûrement les Soviétiques d'origine allemande, de nombreux Ukrainiens, sûrement les Tatars de Crimée, et même quelques Russes qui sont baptistes et qui, à cause des problèmes religieux, veulent émigrer. Sharansky vient de parler des Soviétiques d'origine allemande. Pendant des siècles, des architectes, des artisans, des médecins allemands ont vécu ici et ils y sont morts. Au XVIIIe siècle, pour mettre en valeur la région de la Basse-Volga, la Grande Catherine fit massivement appel à des agriculteurs allemands.
Ceux-ci ont gardé jusqu'à nos jours leur langue, leur tradition, et il y eut même, sous le régime soviétique, une république autonome des Allemands de la Volga. Pendant la guerre, Staline les a déportés collectivement en Asie centrale. Ceux qui n'étaient pas morts en route ont été réhabilités ensuite. Mais 2 millions d'Allemands soviétiques ont perdu ce droit à la différence qu'ils préservaient si jalousement. Ils n'ont même plus une école pour apprendre leur langue à leurs enfants. Alors, par dizaines de milliers, ils cherchent à quitter l'Union soviétique. Longtemps, ils se sont contentés d'envoyer des suppliques au Kremlin, et puis ils ont manifesté. Je me souviens qu'en janvier 1974, je crois, un groupe de 6 courageux Allemands vint d'Estonie, de Tallinn, et essaya de pénétrer dans l'ambassade allemande. Oui, 6 activistes allemands qui essayaient d'obtenir des visas pour l'Allemagne, mais qui n'y arrivaient pas. Ils voulaient avant tout, je pense, attirer l'attention des Allemands sur leur situation désespérée. Voici l'ambassade d'Allemagne fédérale, cadre de cette manifestation. Un touriste qui était là a pris des photos. L'atmosphère était assez dramatique, mais tout se termina bien. Les 2 meneurs eurent leur visa de sortie. Et que fait le gouvernement allemand pour tout cela? Je ne sais pas, je ne suis pas touché de très près par le problème de l'immigration allemande. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement allemand accorde beaucoup moins d'importance à ce problème que la communauté juive mondiale à nos problèmes juifs. La campagne pour l'émigration des Juifs dure depuis 6 ans. Aujourd'hui, la synagogue de Moscou est un point de rencontre pour les Juifs candidats à l'émigration pour Israël lorsqu'il s'agit de sionistes militants, comme c'est le plus souvent le cas, ou bien à l'émigration pour quelques pays occidentaux quand on cherche simplement une atmosphère plus libre ou un meilleur travail. Pour les candidats à l'émigration, les pénalités peuvent être lourdes. Il y a d'abord presque toujours la perte de l'emploi et puis quelquefois la prison. Aux abords de la synagogue, la police est généralement nombreuse. Pourtant, la veille de la Pâque, le rassemblement de fidèles est imposant. Voici une histoire caractéristique pour beaucoup de jeunes juifs qui ont décidé d'émigrer. Ce jeune homme a demandé un visa il y a 2 ans et immédiatement il a été chassé de l'école du génie civil où il était étudiant. Et pourquoi a-t-il été renvoyé de cette école? Il a été renvoyé à cause de son désir de partir pour Israël. Et après cela, n'étant plus étudiant, il est devenu bon pour le service militaire et effectivement, il a été immédiatement appelé sous les drapeaux. Alors là, il y a un choix dramatique, ou bien se laisser enrôler dans l'armée, mais après, on est soi-disant détenteur de secrets militaires, ce qui fait qu'on ne peut plus immigrer pendant 10, 15 ans. Ou bien refuser de se laisser enrôler comme beaucoup de nos amis l'ont fait, maintenant ils sont en prison. Et lui, il est constamment menacé d'être emprisonné. Il n'a pas de passeport intérieur, le document essentiel pour tout soviétique, c'est pour ça que son existence est presque illégale. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi ne veut-il pas vivre en Union soviétique? Ses parents ont quitté l'Union soviétique en 1973. Maintenant, ils vivent en Israël. En plein centre de Moscou, voici la Lubyanka, qui est à la fois le siège du Comité pour la sécurité d'État, le KGB, et une prison. Mais aujourd'hui, les hommes du KGB ne parviennent plus tout à fait à empêcher de temps à autre des manifestations. Manifestations fugitives, très vite interrompues, mais vues parfois par beaucoup de monde, comme celles qui se sont déroulées devant l'immeuble du comité central du parti. Et dans quelle mesure cette manifestation a-t-elle réussi? Quel a été leur sort? C'est difficile à dire, mais la majorité des Allemands qui ont manifesté ici ont reçu leur visa. Mais certains d'entre eux, 3 je pense, sont maintenant en prison. Ils ont eu 3 ans d'emprisonnement. Cette manifestation fut soigneusement organisée et elle eut lieu juste sous les yeux de la police qui garde l'immeuble du comité central. Ludmilla Oldenburger s'est enchaînée avec ses 2 enfants à 7 horloges, à une douzaine de mètres de la porte principale du comité central. La police mit une demi-heure pour les désenchaîner. Pendant ce temps, une trentaine d'hommes sortaient de la bouche de métro et se heurtaient très brièvement avec la police. L'un des organisateurs, Vytautas Grigas, fut interné à l'hôpital psychiatrique Katchenko avec comme diagnostic schizophrène. Mais à l'hôpital, il continua à résister et au bout de quelques semaines, il partit pour l'Allemagne comme il le souhaitait.
Lyudmila Oldenburger eut moins de chance, 2 ans de prison. Les autorités soviétiques n'osent pas, en général, opposer un refus formel aux candidats à l'immigration. Elles préfèrent leur dire « ce n'est pas possible parce que vous détenez des secrets militaires ou industriels ». Tel est le cas de Vladimir Slepak, un ingénieur en électronique. Je pense que sans une pression de l'extérieur, presque chacun d'entre nous, je veux dire des activistes, serait en prison ici. Et toutes ces pressions de l'extérieur, cela nous donne la possibilité de vivre dans ces conditions de liberté, si cela peut s'appeler liberté. Le soir de la Pâque, un appartement à Moscou. Autour de la table, les auteurs de ce document ont retrouvé Anatole Sharansky, Vladimir Slepak et sa femme Maria, Alexandre Lerner, un spécialiste mondialement connu des ordinateurs, le physicien Eitan Finkelstein et sa femme Alexandra. Du temps de Staline, organiser une telle réunion aurait été un suicide. Aujourd'hui, les dangers pour les Juifs désireux de partir ne sont pas totalement dissipés puisqu'une trentaine d'entre eux sont actuellement sous les verrous. Mais le rabbin que nous voyons ici est américain, ce qui symbolise assez bien l'aide que les activistes juifs reçoivent de l'extérieur. Voilà, il restait à regagner la rue, à tromper la vigilance de la police pour faire sortir du RSS la pellicule de ce reportage. Un reportage grâce auquel nous avons fait connaissance avec l'une des 2 grandes formes de contestation en Union soviétique. Car au fond, il y a 2 façons de contester. Il y a ceux qui, comme Sakharov, comme Pliouch, comme Amalrik, luttent ou ont lutté pour libéraliser le régime de l'intérieur. Et puis, il y a ceux qui, comme Sharansky, comme Slepak, ont pris d'emblée le parti de s'en aller, ou plutôt de tenter de s'en aller. Car, vous le voyez, ils sont toujours à Moscou, toujours en train d'attendre ce visa de sortie qui ne vient pas, toujours en train d'essayer de tromper la surveillance de la police. Un coup d'œil sur les températures aujourd'hui qui étaient relativement basses, mais un peu partout en France, le soleil brillait, à l'exception des régions de l'Est. Pour demain, eh bien, il fera frais le matin et meilleur l'après-midi, notamment de la Bretagne, de l'Atlantique à la Méditerranée, où le temps sera ensoleillé. Des Alpes à la Corse, des nuages avec des averses, ainsi que sur la Normandie, le bassin parisien, le nord et l'est de la France. Avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous souhaite de passer une belle soirée et surtout une fin de semaine agréable. Bonsoir. Parmi tous les titres que nous avons développés dans ce journal, voici ceux qu'il faut retenir. Des pannes pour Viking sur Mars, mais des espoirs encore pour savoir si la vie existe sur la planète rouge. Réforme du code électoral, il faut maintenir la peine de mort, dit Jean Le Canuet. Syriens et Palestiniens négocient, mais la Croix-Rouge ne réussit pas à évacuer les blessés du camp de Tal Zahatar. L'athlétisme a commencé à Montréal à 21h sur Antenne 2, les épreuves de la journée. Vers 0h10, la dernière édition du journal avec Daniel Bilalian.